Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, est dans la capitale économique du Cameroun ce jour pour inaugurer d'autres voitures de l'unique compagnie chargée du transport ferroviaire au Cameroun. Nous parlerons également ce matin de la présidentielle en Guinée-Conakry avec la victoire d'Alpha Condé au premier tour. C'est déjà prévisible, nous l'annonçons déjà sur ce plateau vendredi. Nous parlons également des élections législatives en Égypte où certains spécialistes parlent déjà d'une chambre d'enregistrement pour Fatal al-Sisi, le président égyptien, dont les lois passeraient à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Nous reviendrons également sur d'autres sujets, comme cette page spéciale consacrée à la présidentielle. Je vous retrouve dans une poignée de secondes. Serge Mondje, bonjour. Bonjour le Roger Nolet, madame, monsieur, bonjour et merci d'être sur Canal 2 Info. Alors, le Premier ministre chef du gouvernement est donc dans la capitale économique du Cameroun ce jour, certainement pour inaugurer d'autres locomotives ou d'autres voitures de l'unique compagnie chargée du transport ferroviaire au Cameroun. Ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est une très grande actualité parce que le secteur des transports au Cameroun présente beaucoup de difficultés et une réponse adéquate au gouvernement et la participation efficace de l'entreprise Camrail ce jour qui met quand même à disposition 9 locomotives qui viendront rebooster un peu le secteur du transport lorsqu'on sait encore que les lignes entre Douala par exemple jusqu'à l'extrême nord Cameroun ou alors s'arrêter à Gaoundéré ont encore réellement des problèmes. Il fallait adjoindre des locomotives de qualité et surtout d'exception parce que ces locomotives qui sont donc réceptionnées ce jour dans la capitale économique et qui seront d'ailleurs mises en service en présence donc du chef du gouvernement de la République du Cameroun. C'est une réponse adéquate parce que ces locomotives viennent donc apporter de la plus-value à ces 15 années de concession donc concédées à la société Camrail, donc globalement au groupe Bolloré, une autre initiative qui vient ainsi permettre à ce que le gouvernement de la République repositionne ses principaux partenaires. Et la réponse à cet engagement aussi, c'est que la société va donc s'investir sur plusieurs pans. On a en termes de chiffres, ces dernières semaines, ce qu'on peut retenir des coûts d'investissement qui se chiffrent par exemple à 180 milliards de francs CFA. Et puis en termes d'accompagnement de l'État, on a plus de 150 milliards quand même qui constituent les impôts, les taxes et autres, ce qui est réellement de la plus-value. Donc c'est une belle initiative. Également, il faut encourager dans d'autres départements, on verra bien si la possibilité permet à ce que le Cameroun puisse avoir d'autres voies ferrées sur son territoire. Alors c'est assez important de le relever. C'est une compagnie qui est chargée exclusivement du transport des personnes et des marchandises. Mais est-ce qu'on peut pas également essayer de voir dans quelle mesure cette structure pourra également permettre aux transporteurs, aux agriculteurs qui se trouvent par exemple dans le Grand Mungo, de pouvoir acheminer leurs marchandises au port et dans les grands marchés? On a eu l'occasion, par exemple, de voir un peu le train qui faisait Mbanga-Kumba, par exemple, qui venait arriver jusqu'à Douala à une certaine époque. Ce sont des voies qu'il faudrait voir dans quelle mesure réhabiliter de manière concrète et puis mettre à disposition notre pays. Comme vous le soulignez il y a un instant, un réel problème, celui du transport de la marchandise, c'est-à-dire au départ de l'outil de l'espace de production, donc pour se retrouver sur le marché local. Et donc il fallait y penser, le train marchandise, d'ailleurs à une époque qui était très appréciée, qui partait non seulement de la ville, la capitale économique Douala, mais pour d'autres zones, même les plus reculées du Cameroun par train, ça se faisait. Aujourd'hui, on a par exemple des wagons, sur le plan du transport, même des produits pétroliers, ça se fait. Sur le plan de la marchandise et même des billes de bois, cela s'exploite abondamment, même ce qui va au-delà même des frontières camerounaises. Mais ce qu'on voudrait davantage rappeler ici, c'est la participation au sommet même des pouvoirs publics du Cameroun
parce qu'on a besoin des voies ferrées pour trouver un peu ce qu'on a appelé les projets structurants pour accompagner la vie des populations au quotidien. Est-ce que c'est possible désormais dans les villes camerounaises d'avoir, à l'exemple du tramway ou encore le RER, ce qui n'est pas exclu, ou pourquoi pas ne pas penser à l'horizon 2035, avoir un métro dans la ville de Douala. Et donc ce sont de telles initiatives qui viendraient ainsi permettre et favoriser la mobilité des populations dans une capitale de plus en plus avec un taux de croissance en termes de ressources humaines assez galopant, ce taux-là. Mais on pense qu'il y a encore des efforts qui sont à faire et c'est un vœu pour les populations. Comme on le disait, c'est une question de volonté politique. Si on voudrait avoir le RER ou encore le tram qui sont des espaces, puisque la communauté urbaine, on prend toujours le cas des villes de Douala et Yaoundé, les communautés urbaines avaient proposé cela à une époque, qu'on puisse avoir les trams dans la ville. Ce sont des projets qui sont en cours, mais difficilement opérationnels parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a encore au Cameroun, on n'a pas un système tel que celui dans des pays africains ou alors des pays européens qui sont modernes, où on a des infrastructures sur le plan de l'énergie électrique qui sont dans les égouts. Pourtant, lorsque vous regardez un peu de manière aérienne la ville de Douala, c'est véritablement des toiles d'araignée. On aura donc du mal à pouvoir installer un système comme un tramway pour pouvoir fonctionner dans la ville. Donc il y a toute une infrastructure à refaire, reprendre tous ces systèmes électriques, les remettre dans les sols pour que l'espace aérien soit libéré, ce qui permet d'ailleurs facilement de pouvoir exploiter les trams en amont pour le rendu des populations locales. Donc ce sont des initiatives qui peuvent être prises et comme on l'a dit, il faut que la volonté soit à tous les niveaux et que le bien-être sur le plan du transport. Beaucoup l'ont d'ailleurs déployé parce que dans une ville comme Douala, de manière officielle, les transports par car et par bus dans la cité ne sont pas encore autorisés. On a eu tout récemment affaire à des cargos, donc des cargos qui ont été simplement arrêtés et mis hors de circulation par le préfet du département du Vouri, mais a demandé que si jamais il faut réhabiliter le transport dans ce secteur-là, il faut que ce soit des bus neufs, des cars de 10 à 15 places, vraiment confortables. Beaucoup ont semblé être un peu plus intelligents que les pouvoirs publics. Ils ont ramené les mêmes cargos, mais en essayant de voir si on peut avoir un confort approximatif dans ces cargos-là, ce qui n'a pas été du tout facile. Le préfet a encore sifflé. Il a mis tout cela hors d'état de nuire. Donc c'est l'occasion ou jamais, même si le ministre des Transports sortant, le professeur Robert Kili, avait indiqué clairement qu'il donne la possibilité aux transporteurs dans ce secteur-là de pouvoir se mouvoir en attendant le décret d'application de la mise en, permettant la mise en place de ce type de transport dans notre pays. Donc c'est ouvert. Et le transport par voie ferrée dans la ville, il faut y penser. Le tramway, forcément, serait bienvenu. Merci Serge Bondier pour cette autre information. Ça y semble évidemment de Camrail ce matin. Mais Elie Smith, est-ce que c'est toujours bonjour déjà? Bonjour. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui au Cameroun d'avoir des tramways qui permettraient certainement, qui faciliteraient la mobilité des Camerounais ou encore c'est un vœu qu'il faudra encore du temps pour voir se réaliser? Non, c'est possible. C'est la volonté politique des leaders de ce pays. S'ils veulent, on peut. Vous pouvez voir, par exemple, un pays comme l'Éthiopie, dans les années 84, voilà un pays que le Cameroun faisait les levées de fonds ici, on donnait des riz pour aller aider les Éthiopiens. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans la ville d'Addis Abeba, la ville d'Addis Abeba a changé, ils ont leur tram. En dehors d'Addis Abeba, il y a d'autres pays qui sont dans cette lancée. Vous avez la ville de Casablanca au Maroc, vous avez Abuja, Lagos au Nigeria et aussi Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est la volonté politique du gouvernement. S'ils veulent, ils peuvent. Mais nous sommes dans un pays où jamais les grands projets structurants tardent à se mettre en place, à être implémentés, parce que la corruption a véritablement gangréné tous les secteurs où chacun voudrait qu'à chaque étape, que l'on laisse quelque chose. Est-ce que vous pensez que dans un environnement où la corruption va véritablement gangréner tous les secteurs, que c'est facile encore d'avoir ces grands projets structurants? Ce n'est pas facile, c'est vrai. Maintenant, c'est la décision politique, comme on a dit. On a ce qu'on appelle ici l'opération épervier. Il ne faudra pas que ce soit une opération épervier à cherche-tête où on arrête seulement ceux qui ont peut-être des ambitions politiques ou qui ne plaisent pas au chef de l'État. Il faudra que tout le monde soupçonné d'être corrompu doive être arrêté. Et puis aussi, quand le chef de l'État donne un tempo ou donne le là dans quelque chose, il faudra que ceux qui sont chargés de l'exécuter doivent le mettre en exécution. Et quand on ne le fait pas, si le chef de l'État ne peut pas les rappeler à l'ordre, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, doit les sanctionner. Voilà, je crois, pourquoi il y a eu ces remaniements ministériels qu'on a fait venir du 109, par exemple, au ministère du Plan,
pour que tous ces grands projets structurants qui existent ne doivent pas être uniquement des projets qui sont sur le papier, mais que ça doit être mis en œuvre pour qu'un jour, le Cameroun aspire ou arrive à l'objectif qui s'est fixé. Et dans un pays aussi où l'impunité est légion, on ne sanctionne pas, on ne revoque pas des gens quand il le faut au moment précis, ça laisse perdurer une situation où chacun fait ce qu'il veut, quand bien même on est nommé par le même décret du président de la République. Exactement, dans ce que vous venez de dire est quand même pathétique et c'est ça qui fait que le Cameroun ne progresse pas aujourd'hui. C'est très facile souvent d'accuser le chef de l'État parce que c'est très facile quand tu es chef, tout le monde, tous les péchés c'est toi. Il faudra maintenant que quand ça ne se fait pas, je crois les gens qui doivent prendre le relais avec une vigueur et professionnalisme doivent être par exemple la société civile et aussi la presse. Il faudra qu'on ait des journalistes qui sont capables de faire des enquêtes et savoir aussi prendre les risques de sacrifice, donc exposer ces gens qui sont corrompus, qui empêchent que le Cameroun ne puisse progresser, qui font mal même aussi à leurs leaders. Par exemple, imaginez-vous, le président de la République fait confiance à M. X ou à Mme Z. Cette Mme Z vient, il vole, parce qu'il faut dire, il est corrompu. Et il y a aussi l'impunité. Donc je pense que la presse a un grand rôle à jouer dans ce pays pour que si vraiment le pays veut devenir un pays dit émergent, comme nous voulons que le gouvernement veut, il faudra qu'on ait une bonne société civile, on ait une bonne presse, une presse qui fait des enquêtes. S'il n'y en a pas ça, on ne peut pas. Dernièrement, il y a un journaliste ghanéen que j'oublie son nom, qui est allé avec son téléphone et il a surpris des juges en train de prendre de l'argent, dont la corruption dans la magistrature ghanéenne. Et il est venu, il n'a pas seulement pas, il a diffusé ça à la télé. Et donc, on a révoqué des magistrats juste après la diffusion de ce film. Exactement. Donc aussi, il faudra qu'on ait des télévisions aussi qui sont courageux parce que toi, Louis Roger, tu peux avoir le courage, tu vas chercher un scoop. Et quand tu viens dans ta télé, on te dit non, pardon, ne diffuse pas ça, c'est ça qui nous donne à manger. Non, il faudra qu'on soit sérieux. Si on veut que le Cameroun devienne un pays émergent, si on veut lutter contre la corruption, comme tu viens de dire, si on veut lutter contre l'impunité, il faudra qu'on ait des journalistes qui savent faire leur travail professionnel et sont aussi prêts à subir le risque ultime. Voilà, merci Elie Smith. Nous allons poursuivre pour ce qui est de cette matinale de l'information avec l'actualité sur le continent africain. Nous allons aller tout de suite au sud-Soudan où rien ne semble aller entre Riek Machar et le président Salva Kiir. L'un accuse l'autre d'avoir piétiné l'accord de paix qui a été signé en août dernier. Alors, Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Elie Smith et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, c'est quand même une actualité qu'on maîtrisait. Nous avons eu plusieurs fois échangé sur la crise sud-soudanaise et malgré la signature de l'accord de paix voulu bien évidemment par la communauté internationale du côté d'Addis Abeba en Éthiopie récemment, on se rend tout compte que les deux principaux challengers n'arrivent pas toujours à fumer le calumet de la paix. C'est vrai, Louis Roger, c'est le moins qu'on puisse dire quand on se rend compte que sous l'égide de l'ICAD, l'Organisation intergouvernementale de l'Afrique de l'Est, on avait fini par avoir cet accord de paix qui avait maintes fois été renvoyé et que les deux fractions en rivalité du côté du Sud-Soudan, notamment celle du président Salva Kiir et de son ancien vice-président Riek Machar, avaient fini par être d'accord avec un calendrier même finalement du retrait des troupes ougandaises, qu'on disait finalement très proche du président Salva Kiir. On a assisté en fin de semaine passée à l'annonce finalement des troupes de l'armée ougandaise qui signifiait qu'elle allait effectivement se retirer. Elle avait commencé même ce retrait et elle donnait la date butoir pour le 1er novembre. Donc finalement, la nouvelle pomme de discorde semble être autour de l'existence même du parti au pouvoir, duquel se revendiquent les deux protagonistes. C'est-à-dire que le président Salva Kiir aurait prononcé la dissolution du parti, ce que n'entend pas de cette oreille-là Riek Machar. Et ensuite, il y a aussi que la répartition au sein du gouvernement ne semble pas suivre. Et Riek Machar, autant accuse le président,
Mais le camp présidentiel aussi accuse le côté de Riek Machar d'être toujours en train d'impulser des combats, des batailles et peut-être même des déplacements des populations finalement dans l'arrière-pays, parce qu'il n'y a pas que Djouba, la capitale, qui est concernée. Donc, on est finalement en train de revenir sur une espèce de paume de discorde où on a l'impression que les accords sont signés simplement pour contenter la communauté internationale. Est-ce que ces accords sont signés pour être implémentés par les différentes parties? J'ai bien du mal, parce que même dans le camp de Riek Machar, il n'a pas la solidarité des généraux, des chefs de guerre. Qui ont fait défection pour plusieurs. Qui ont fait défection. Donc, on peut comprendre que malgré les accords, il puisse avoir encore des combats, parce que si ces chefs de guerre ne sont pas d'accord avec lui, qui a signé l'accord, il va sans dire que les combats vont se poursuivre, mais du côté du pouvoir de Djouba aussi, on essaie de garder les cartes. Parce que même le retrait annoncé de l'armée ougandaise, quand on sait que l'armée de Yoweri Museveni, le président ougandais, est très présente en Afrique orientale là-bas, est-ce que ce retrait-là va se faire de manière définitive, sans avoir des poches quand même pour sécuriser un peu son allié de Djouba, le président Salva Kiir? C'est bien dommage. Et on se demande jusqu'où finalement la crise sud-soudanaise va nous entraîner. Après 30 années de conflit contre le pouvoir central de Khartoum, on avait cru que l'avènement de l'indépendance allait permettre à ce pays-là finalement de jouir de cette indépendance sollicitée. Mais en trame de fond, et le véritable problème reste les puits de pétrole qui sont localisés là-bas. Et malheureusement, c'est le drame de ce côté comme dans plusieurs autres pays africains. Alors, il y a également, Elie Smith, cette question fondamentale, celle du partage du pouvoir et même de l'espace géographique. Il y a quand même deux États qui constituent l'essentiel des réserves pétrolières du Sud-Soudan qui posent un véritable problème, l'État de l'unité qui est du Haut-Nil. Alors, comment faire pour départager ces deux hommes forts quand on sait que la paume de discorde, c'est le pétrole, et là où il y a le pétrole, il y a toujours la guerre? Non, pour ceux qui ne connaissent pas le Soudan en général, le Sud-Soudan en particulier, le paume de discorde entre ces deux hommes, ce n'est pas le pétrole. C'est une vieille histoire qui date depuis quand John Garang, le patron de SPLA, vivait. D'abord, il faut savoir que M. Salva Kiir, c'est un militaire de carrière. C'était le chef d'état-major de la SPLA pendant la guerre. Et il a succédé à John Garang quand John Garang est décédé. D'abord, il y a eu un problème en 1986, quand M. Riek Machar, Dr Riek Machar, a fait sécession au sein de la SPLA. Pourquoi il y a un problème de M. Riek Machar? Riek Machar pense qu'il est le plus éduqué parmi eux tous, en dehors de Dr John Garang. Il y a un autre problème qui est un problème africain. Riek Machar j'ai oublié ta tribu, il n'est pas Dinka, mais j'ai oublié. Mais dans cette lignée, il y a un visionnaire, un chrétien sud-soudanais qui s'appelait Dungdeng. Il y a 100 ans qu'il a été tué. Il avait prédit qu'un jour, le Sud-Soudan va se séparer du Nord-Soudan et que celui qui va diriger le Sud-Soudan serait un monsieur brillant avec les dents écartées, quelque chose comme ça. Et monsieur Riek Machar pense toujours, monsieur Riek Machar a un mépris vis-à-vis de Salva Kiir parce que Machar pense qu'il est mieux éduqué, il est allé à l'école, que Salva Kiir, ce n'est qu'un militaire. Et une fois de plus, c'est ça qui tue les Africains, le mépris de l'autre. C'est ça. Churchill avait toujours dit, il ne faut pas mépriser un adversaire. Donc voilà un peu ce problème. Et puis on revient maintenant sur le problème des soutiens extérieurs. Il n'y a que dans le nord du Soudan, dans la République soudanaise qui est restée, il n'y a que Khartoum ne veut pas voir la paix au Sud-Soudan. Donc Khartoum aide un peu Riek Machar et aussi aide le général Peter Gadget. Parce qu'il faut savoir, c'est l'un des soutiens de M. Riek Machar. Donc je pense que pour que la guerre s'arrête au Sud-Soudan, il faut l'implication massive des États-Unis. Un seul, rien. Parce que c'est les États-Unis qui est un peu comme le parrain de l'indépendance du Sud-Soudan. Parce que pour en conclure, les États-Unis, vous savez, qu'est-ce qui a changé? C'était, je crois, avant l'accord de Nyadvacha en 2005, quand un pasteur qu'on appelle Danford est venu au Sud-Soudan. Il a accompagné les Sud-Soudanais, il a vu dans une campagne militaire, et il a vu comment les militaires voyaient quand on veut bombarder le Sud-Soudan, il y a les singes qui fuient, et puis les militaires suivent la direction des singes. Il est rentré voir le monsieur George Bush, il a dit « J'ai vu Dieu agir dans le Sud ». Et Bush a dit « Ah bon ?» Donc Bush a donc décidé que bon, on en a marre des problèmes nord et sud-soudanaises, il faut qu'on diffuse. Donc les Américains doivent s'impliquer, et c'est malheureux la politique que Barack Obama est en train de mener au Soudan,
parce que c'est la cause du problème que Barack Obama veut faire plaisir à Khartoum, qui fait qu'aujourd'hui, il ne s'implique pas assez. Si les Américains s'impliquent à 100%, imposer les sanctions sur les Sud-Soudanais, je pense que la paix va revenir au Sud-Soudan. Patrick Christian d'abord. Oui, je voudrais dire, c'est vrai que quand on regarde finalement cette, si on peut l'appeler cette mythologie qui faisait état de ce brillant homme qui va diriger le Sud-Soudan, on peut comprendre la réaction de Riek Machar, ce mépris qu'évoque à l'instant Smith, mais il faut bien se rendre compte que même dans le Sud-Soudan, il n'y avait pas toujours des partisans de la division avec le Nord-Soudan. Et il a évoqué quelque chose de très essentiel sur lequel je pense qu'il est important de revenir, c'est la position centrale de Khartoum. Même si les États-Unis sont le parrain de l'indépendance du Sud-Soudan, il est clair aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir la paix dans le Sud-Soudan sans l'implication de Khartoum. Et je pense que dans les négociations, que ce soit l'ICAD ou bien les États-Unis, on avait un peu trop fait de penser que cela pouvait se faire sans le pouvoir de Khartoum. Et aujourd'hui, on est obligé de revenir. Et vous voyez, le Sud-Soudan a carrément fait éteindre les lampions sur le Darfour, qui était un autre problème plus crucial que le Sud-Soudan. Donc, si on veut aller vers la paix au Sud-Soudan, sans l'implication de Khartoum, ce sera difficile. Et regardez, même si on peut considérer que Riek Machar a le soutien de Khartoum, c'est vrai que Khartoum veut continuer à avoir les prébendes sur le pétrole du Sud, on ne peut pas s'imaginer que Riek Machar ait une union autour de lui. La défection des généraux dans son camp prouve que c'est quand même assez difficile pour lui. Parce qu'il a maintenant l'ossature de celui qui veut prendre les rênes, mais il n'a plus les chefs de guerre. Lui était chef de guerre avant, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux chefs de guerre. Donc c'est une situation véritablement complexe qui va devoir impliquer le pouvoir de Khartoum, en plus, bien évidemment, du pouvoir des États-Unis. Mais je voudrais qu'on revienne sur quand même l'actualité avec cette réorganisation apporté bien évidemment par le président Salva Kiir, qui a encore créé d'autres États. On est passé de 10 États à 18 et c'est ce qui révolte Riek Machar, qui dit que cela s'est opéré en marge de l'accord de paix. Oui, je pense que la stratégie, parce que c'est ça encore le problème de Riek Machar. Donc, mépriser quelqu'un, lui, il pense que, comme Salva Kiir, c'est juste un militaire, il n'est pas stratège. Je pense que le problème de Salva Kiir, c'est quoi? C'est d'émietter la base de soutien de Riek Machar. Parce que voyez-vous, quand on va faire, ça devient maintenant 18 États, il y avait les gens qui vont commencer à se poser des questions. Parce que même dans les États du Nil, l'État de Unity, il y a des gens qui vont se dire, bah, écoute, moi, quand même, on m'a donné mon État. Et surtout que là-bas, les gouverneurs seront choisis parmi les rebelles et ça pose également un problème. Et très important, les fractions de généraux, en tout cas, parmi les généraux qui font actuellement dissension au camp de Riek Machar, il y en a qui se trouvent réconfortés dans cette répartition. Donc finalement, on retrouve un président Salva Kiir qui joue au fin stratège pour justement émietter, diviser et se réserver. Exactement. Pour ajouter ça, c'est qu'il y a une revendication de Peter Gadget, par exemple, qui est quelqu'un qui avait rallié Riek Machar, était quand on avait fait les élections dans l'État de l'Unité, il n'a pas gagné les élections, donc il a pris les armes. Donc, voyez-vous, si aujourd'hui il devient un gouverneur, bon, il va. Mais moi, je pense au-delà de cela, il y a Khartoum qui doit être impliqué, il y a aussi Kampala. Il faut savoir que dans cette guerre qui se jouait, Kampala a toujours été le supplétif des États-Unis dans leur guerre pour la division du Soudan, parce qu'il y avait il y a eu une certaine alliance judaïo-chrétienne en Afrique qui sont créées contre le diable ou le Satan de Khartoum. Il y avait Ishaïa Afwerki, il y avait Meles Zenawi, il y avait Paul Kagame, il y avait donc ce monsieur Yoweri Kaguta Museveni, qui avait été créé pour fractionner et affaiblir Khartoum. Peut-être qu'un jour on va revenir, parce que les Occidentaux n'ont pas de mémoire courte. On sait que Khartoum a une grande histoire. Voilà, c'est le seul pays en Afrique, pendant la guerre en 1889, qui a tué un grand général britannique, Charles Gordon. Charles Gordon, c'est quelqu'un, pour savoir, il a fait la guerre du Crimée en 1854 et il est sorti victorieux. Il a fait la guerre de Chine. Il est sorti victorieux, mais il a été tué à Khartoum dans la bataille de Omdurman par un certain Mahdi. Donc, les Britanniques et les Américains savent un peu le pouvoir de Khartoum. Et l'erreur que Khartoum avait aussi fait, c'est l'alliance que Khartoum a fait avec le chiisme iranien. Donc, tout ça a fait qu'il y a une alliance
Israël, États-Unis, Grande-Bretagne, Ouganda, Rwanda, Éthiopie, Érythrée contre elle. Et c'est cette alliance aussi qui a fait échec, qui a eu la tête à Mobutu. Et que c'est cette alliance que, si on regarde très bien, même la partition de la République démocratique du Congo se fera parce qu'il y a cette alliance qui se fait chaque jour. Et bon, on le verra un de ces jours, on en parlera. Avec comme pilier, bien évidemment, les États-Unis. L'objectif a toujours été de contrôler cette partie de l'Afrique qui part du Soudan jusqu'à la RDC, avec bien évidemment les renégats qui sont dans cette zone-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y a d'autres puissances qui s'impliquent, parce que le regard de la Russie y est, la Chine qui prend de gros intérêts au Soudan. Donc les plans ne semblent plus être facilement implémentables comme cela avait été pensé lors de cette alliance pour combattre le diable. Je voudrais que nous allions tout de suite du côté du Burundi où depuis pratiquement plusieurs semaines, des violences se multiplient avec des décès sur le carreau. On parle également du décès de l'opposante du mouvement pour la solidarité et le développement qui a été retrouvée morte dans une rivière. Décidément, ce sont des nuits d'insomnie pour le président Pierre Nkurunziza. Oui, je crois que nous avions parlé ici, c'est le problème éternel de changement de constitution. Il faut que les Africains sachent respecter la parole donnée, et même plus la parole donnée, l'écrit. Quand vous avez écrit quelque chose, vous devez respecter. À quoi bon défier la communauté internationale, défier ton pays pour être président dans un pays où tu ne vas pas gouverner? Donc je pense que Pierre Nkurunziza aura 4 ans ou 5 ans infernal à la tête du Rwanda, du Burundi. Moi, je pense que s'il est humble et honnête, il faudra qu'il laisse. Mais la peur maintenant est que s'il n'est plus président, il serait plus suivi. Donc voilà le problème du Burundi. Et donc, il accuse le Rwanda, que le Rwanda est en train de déstabiliser son pays. Bon, mais je pense que c'est malheureux qu'il y a ce ping-pong, on tue aujourd'hui celui-ci, on tue celui-là. Donc c'est la faute, la responsabilité de ce meurtre, de cette instabilité, n'est à mettre à la tête de personne, mais à Pierre Nkurunziza. C'est lui qui est responsable de la catastrophe que le Burundi est en train d'être victime aujourd'hui. Alors il y a quand même ces sorties de l'Union africaine qui voudrait dans les tout prochains jours, engager une enquête très très approfondie pour essayer de mettre à la lumière tous ces crimes commis et toutes ces violations des droits de l'homme. Est-ce que c'est une arrivée tardive pour vous, Patrick Christian Doba, ou ça va vraiment porter des fruits, cette enquête approfondie? Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler de l'Union africaine depuis le déclenchement, n'est-ce pas, de cette révolte ou bien de cette opposition au 3e mandat controversé de Pierre Nkurunziza. Arrivée tardive, on peut s'en plaindre au regard du nombre de vies humaines qui se sont envolées du côté du Burundi. Mais il n'est jamais trop tard dans une situation de crise de tenter de faire quelque chose. Tant que cela est possible, ça vaut la peine. Maintenant, on peut quand même dénicher des complicités, même passives, dans le comportement non seulement de l'Union africaine, mais d'autres structures. Parce qu'on a finalement, il me semble, dans les attitudes, les comportements, et même sur le plan de la gestion diplomatique, laissé croire à Pierre Nkurunziza qu'il pouvait faire un passage en force et puis qu'on allait gérer après, du fait de sa présence avec des troupes, notamment du côté de la Somalie, et ainsi de suite. Donc, il me semble que cette tolérance dans l'idée et le projet de départ même de Nkurunziza a peut-être fait naître une envie ou bien finalement l'a conforter dans une capacité à foncer. Mais aujourd'hui, au-delà des actions qui sont à reprocher au camp de Nkurunziza, il faut savoir que lorsque on compte les morts, on les compte dans les deux camps. Donc forcément, il y a aussi d'autres partis qui agissent. Le trouble aujourd'hui qui se vit du côté du Burundi est à mettre au crédit, c'est vrai, du camp présidentiel qui s'est entêté, mais aussi d'autres forces obscures qui ont vraisemblablement l'intention de faire régner le chaos au Burundi. Et c'est en cela que c'est grave, parce que lorsque les partisans de Nkurunziza, admettons-le, soient mis à la touche, après qu'il y ait eu des crises ou des situations qui viennent même aussi de l'extérieur, vous vous imaginez bien qu'ils vont se replier dans une situation où ce sera à leur tour de continuer à s'aimer la zizanie et pourquoi pas de déstabiliser ailleurs. Quand je vois le cas du Rwanda, ce n'est pas si évident que ça. Quand on sait les connexions ethniques qu'il y a entre ces différents pays et que les guerres civiles ont souvent été très faciles à toucher dans ce côté-là,
Donc, il me semble que c'est toute la région du Grand Lac qui peut s'embraser à partir de la situation du Burundi. Et il faut éviter cette situation. Il faut éviter cette situation, mais une situation qui est inévitable, c'est bien évidemment cette situation de crise en République centrafricaine où la vice-présidente du Conseil national de transition a été enlevée puis libérée par des anti-Balaka. Alors, une situation qui revient remettre au goût du jour, Elie Smith, cette crise permanente et cette situation qui devient confuse en RCA, on ne sait plus finalement où donner de la tête. Exactement. Je crois que la Centrafrique nous fatigue, nous tous. Et puis, dès le début, moi, j'ai toujours dit, c'est leur premier responsable, c'est d'abord l'organisation sous-régionale, la CEMAC. Et deuxièmement, c'est Mme Catherine Samba-Panza. C'est sûr, même si vous êtes infiodé, vous pouvez avoir le courage en tant que chef, si on vous a donné une feuille de route. Vous pouvez arriver aujourd'hui, je vous dis, bon, je vais faire une émission sur ceci, mais je dis non, l'actualité me dit d'aller au Congo-Brazzaville ou d'aller à Kigali. Donc, moi, je pense que Catherine Samba-Panza a un peu cru qu'avec le soutien de la France et du Tchad, elle pouvait se permettre de tout faire. Et n'a pas voulu mettre sa touche particulière. On dit c'est une femme, on dit c'est une mère. Quelle est la différence? Une mère doit être une femme qui unit, qui rassemble, voilà le terme, mais pas qui exclut. Mais elle a été une mauvaise mère, ou elle est toujours une mauvaise mère. Et je pense tout à fait maintenant, Louis Roger, honnêtement, il faut qu'elle laisse. Il faut qu'elle démissionne, ça l'a dépassé, parce que autant qu'elle reste toujours à la tête de la République centrafricaine comme président de la transition, on va toujours avoir les problèmes. Voilà. Léa Kayassoum Doumta, puisqu'il s'agit d'elle, elle était au Cameroun une fois pour annoncer sa candidature à la présidentielle centrafricaine. Malheureusement, les autorités camerounaises n'avaient pas permis à ce que cette conférence de presse se tienne. Alors, Patrick Issian-Dobo, voilà encore des petits signaux qui amènent la communauté internationale à prendre conscience de son rôle en République centrafricaine et de penser à cette nécessité urgente de restaurer la paix en Centrafrique pour que des élections générales puissent véritablement se tenir. En attendant de voir quand ces élections éventuellement se tiendront, on reste là finalement dans une espèce d'imagination, où rien n'est plus certain. On ne sommes que pratiquement dans un nuage. Voilà, ce qu'on peut constater simplement, c'est que le chaos règne. Et c'est bien dommage quand on se rend compte qu'il y a quand même une mission onusienne là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte, Louis Roger, la légèreté avec laquelle le processus de sécurisation et même de pacification de la RCA est mené? C'est quand même la vice-présidente du Conseil national de transition. Qu'elle soit aussi enlevée que ça, à quelques 90 km simplement de Bangui. Qu'est-ce qu'on dira de l'arrière-pays? C'est vraiment regrettable et lamentable. Smith disait tout à l'heure que la RCA nous fatigue, mais on en a plein les yeux. Et finalement, on s'inquiète parce que voilà un brésier, un foyer de tension qu'on sème aux portes des pays voisins de la RCA. Cette situation ne va pas que se limiter à la RCA. Le Cameroun en paye déjà les frais avec sa frontière, son économie. Le Tchad, même si d'une manière ou d'une autre on peut relever une certaine complicité et même une certaine responsabilité dans cette situation, il en paye les frais. Donc nous sommes dans une situation vraiment regrettable, Roger. Vous vous rendez compte? C'est la vice-présidente du Conseil national de transition qui est enlevée comme ça de manière sibylline par quelques brigands qui la retiennent plus de 2 heures de temps et puis à la fin qui décident de la libérer et de lui donner un certain nombre d'exigences. On a l'impression finalement que c'est les bandes armées qui dictent la loi à la mission onusienne qui, elle est occupée avec les moyens financiers, avec tout ce qu'on peut imaginer comme stratégie de guerre. C'est terrible. À côté, il y a la mission française Sangaris qui est là. Tout ce qu'on entend de ces missions-là, que ce soit françaises ou bien missions onusiennes, c'est des scandales à répétition. Viol et ainsi de suite. Est-ce pour cela qu'on a envoyé cette mission en RCA? Il faut bien qu'on se pose des questions tout à fait froides et sincères. Comment peut-on avoir... Alors, quel est le véritable rôle des forces françaises? Quel est ce rôle? Si vous savez que... Imaginez-vous ici, Louis Roger. Observer sans agir. Imaginez-vous, Louis Roger, qu'une personnalité comme Amadou Ali, je préfère me limiter à ça, se déplace pour aller à je ne sais pas moi, Bolova. Kolofata est très loin, 90 km de Bangui. Et puis,
nous sommes dans une situation de tension avec la mission onusienne et qu'on ne prenne pas des dispositions tout au moins pour sécuriser cette personnalité, que ce soit aussi facile que ça de l'enlever, ça veut dire que le rapport des forces est en train de tourner en la faveur des mouvements et des bandes armées de ce côté-là. On va rapidement poursuivre avec cette matinale de l'information sur Presse l'antenne, c'est Canal 2 Info. Vous parlez de ce conflit israélo-palestinien, nous en parlons déjà la semaine dernière, qui perdure et avec un dernier rebondissement, l'assassinat de cet Érythréen que l'on a confondu à un terroriste. C'est quand même assez regrettable qu'avec toutes les médiations que nous avons connues pour essayer de ramener les deux parties à feu le camin de la paix, qu'il y a toujours cette flamme, ce feu de la violence qui couvre sous la centre. Exactement. Vous savez, le problème d'Israël et de la Palestine est vieux. D'abord, c'est d'abord en 1948. La partition, d'abord, la Palestine était une colonie ou un mandat britannique. Et elle a été divisée en deux. Une partie donnée à Israël et l'autre partie aux Palestiniens. Mais c'est là le problème. Les Palestiniens ont refusé avec le soutien des Arabes. Et, parce que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, s'ils avaient accepté le plan de partition de 48, on ne devait pas avoir ce problème. Mais ils avaient oublié quelque chose, les Arabes. Les Israéliens qui sont venus, c'était d'abord les Ashkénazes. Et les Ashkénazes viennent de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique. Ils sont plus intelligents et plus outillés. Donc, une fois qu'il y a eu un petit conflit, ils ont battu les Arabes. Et la deuxième grande conflit était en 67. La guerre de 67 qui a fait qu'ils ont occupé le Jérusalem de l'Est, qui est devenu maintenant le pomme de discorde. Mais si on veut revenir, ça c'est loin, en 93, on a parlé des accords de Oslo. Et dans les accords de Oslo, on avait dit qu'il y avait une banlieue de Jérusalem qu'on appelle Abu Hadis, qui devait être la capitale. On ne voulait pas parce qu'on sait que le Jérusalem, c'est quelque chose qui est symbolique, sensible. Pas seulement pour les Arabes, mais pour Israël et les chrétiens aussi. Mais c'est l'erreur que l'OLP a commis, l'erreur que leur chef emblématique Yasser Arafat a commis en refusant. Mais aussi, ce n'est pas la faute de Yasser Arafat, c'est la faute des États arabes. Parce que Israël, la cause palestinienne est devenue au fond du commerce de la dictature des dictateurs des peuples arabes. Quand tu veux dire que non, on n'a pas besoin de liberté chez nous parce que notre cause, c'est contre les sionistes, c'est contre Israël. Donc voilà ça. Donc je pense que maintenant, ce qui vient de se passer, c'est que la stratégie des Palestiniens a changé. Vous voyez, c'est difficile. Ça, c'est vraiment une guerre asymétrique à un autre niveau, où les gens mettent les poignards dans le sac, ils poignardent chaque Israélien qu'on voit. Donc c'est dans cette circonstance maintenant qui a fait que Israël, on a tué un Érythréen, parce que ça a commencé comment? Il y a des Juifs qui ont voulu aller prier à la mosquée centrale qui est à Jérusalem, que les musulmans estiment que c'était pour eux. Mais là, il y a une division, il y a une partie que les Juifs peuvent prier, mais je pense que c'est toujours tellement politique. Et aussi, une fois de plus, c'est que depuis un certain temps, les États-Unis ont mis un peu de frein. On regarde. On ne veut pas s'impliquer pour voir. Et encore, la seule puissance qui peut y agir. Je crois qu'il y a des gens qui vont me parler de la Russie, mais ils ne peuvent pas, ou de l'Union européenne. Mais parce que pour résoudre le problème palestinien... Il faut des États-Unis. Parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut la compensation. Comment faire avec les gens qui sont partis en 48, les réfugiés de 48? Comment on va faire? Est-ce qu'ils vont revenir ou on va les mettre dans d'autres pays? Je voudrais qu'on, c'est au pas de course, Patrick Christian parle des élections législatives qui se déroulent depuis dimanche du côté de l'Égypte, et certains analystes politiques disent que ce sont des élections gagnées d'avance par Abdel Fattah al-Sisi, le nouvel homme fort de l'Égypte. Est-ce que vous êtes d'avis que ce sera une chambre d'enregistrement? Vous savez, on pourrait imaginer difficilement le contraire. C'est vrai que depuis le retour de l'Égypte sur la scène internationale, on a vu que le général Al-Fattah al-Sisi, avec les prouesses économiques et tout, impose finalement l'Égypte sur la scène internationale. On a que c'est le revers de la médaille. Cette embellie, cette image de l'Égypte qui est reconstruite, cette toute-puissance Égypte, on parle d'une Nasser du nouveau monde contemporain, malheureusement va perdre sur le plan de la liberté, n'est-ce pas, d'expression. Et aujourd'hui, on ne peut s'imaginer qu'il y ait un Parlement tel que les choses se dessinent, avec un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour écarter notamment les frères musulmans et d'autres fractions de l'opposition. On ne peut s'imaginer le contraire. Cette chambre qui va être élue, même si le taux de participation est tout à fait
inquiétant. On parlait de 2,2%, espérant que la journée d'hier et celle d'aujourd'hui va changer les donnes. C'est clair que ce Parlement sera finalement pas à la solde, mais à la faveur du président Alpha Tassissi. Alors, la Guinée qu'on a créée avec Alpha Condé, je disais sur ce plateau, vous n'avez pas cru que c'était terminé avec la présidentielle en Guinée. Voilà, Alpha Condé qui remporte des élections au premier tour et c'est Cellou Diallo qui dit qu'il ne devra pas réagir. Il réagira au moment opportun. Au moment opportun, certainement c'est le prochain Premier ministre. Peut-être que ce sera le prochain Premier ministre, mais c'est aussi la faute de l'opposition guinéenne. Il fallait qu'ils s'unissent dès le premier tour, parce qu'attendre le deuxième tour, bon, il faut aussi savoir que, quel qu'en soit le cas, Alpha Condé a fait quand même des réalisations en Guinée, bien que c'est un pays qui était vraiment fini. Mais c'est quelqu'un, d'abord l'électricité commence à arriver en Guinée régulièrement maintenant. Quand vous arrivez à les hôtels de Guinée, on ne te demande pas de choisir si vous voulez de l'eau ou vous voulez de l'électricité. Donc je crois qu'il essaie un peu la relance économique en Guinée, mais la paix est plus importante que la guerre. 57,85% pour Alpha Condé, 31,47% pour Cellou Diallo. Mesdames, Messieurs, merci d'être passés ce matin. C'est sous ces deux informations importantes que nous mettons un terme à cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale Canal 2 Info. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes car le programme se poursuit.